Chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Le concept ici, si vous ne le savez pas encore, est de présenter des œuvres en les synthétisant, tout en conservant le plus possible la patte de l'auteur. La vidéo que vous allez écouter traite du chapitre 11 du livre de Jacques Bainville sur l'histoire de France. Si vous ne souhaitez pas aller plus loin sur YouTube, sachez que mon contenu est aussi disponible sur Odyssée et Crowdbunker, et bientôt sur mon blog. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mon contenu vous donnera de la connaissance et surtout une furieuse envie de lire. Bonne écoute. Chapitre 11e. La mort de Concini et l'avènement de Louis XIII. Avant d'en arriver à Concini, regardons le travail abattu par Henri IV et tirons les conséquences de ce qu'il a provoqué pour la France. Henri IV était le parfait calviniste qui, pour plaire, à force de vouloir le trône, se convertira au catholicisme. On peut penser ce que l'on souhaite de sa conversion, mais les événements qui l'amenèrent à stabiliser la France resteront, je pense, le fin mot de l'histoire de son récit. Tant que nos mœurs restent chrétiennes, que le gouffre qui nous sépare est long de plusieurs kilomètres, il est toujours possible d'être unis pour une cause commune. C'est ce qu'on nomme l'ego de groupe. Enfin, un ami à moi m'en a assez parlé. Donc là, j'aimerais passer un message, je pense, si vous êtes un chercheur de vérité, ou encore un Jedi non fictionnel, un homme ou une femme ayant le sens du sacrifice pour une cause supérieure, essayez de faire un état des lieux avec ceux qui vous entourent et faites passer ce fameux ego de groupe avant le vôtre. Nous savons que la mort est de toute façon au bout du chemin, et donc soyons les troubadours dans notre voyage, nous y menant. Bon, maintenant que le quart d'heure philosophe de comptoir est passé, entrons dans le chapitre 11 du livre de Jacques Bainville. On eut peur, oui, au lendemain de la mort d'Henri IV, de voir les troubles affectant notre belle France reprendre de plus belle. La paix qui avait tant été progressivement instaurée par Henri IV, par ses contemporains, était quand même jalousement convoitée. Cette dernière freina les ambitieux et les fanatiques. Pour s'assurer, en tout cas après la mort d'Henri IV, d'avoir l'Espagne à nos côtés, ses ministres, en relation avec la régente, arrangèrent un mariage entre Louis XIII et Anne d'Autriche. Ce mouvement refit vivre chez les protestants la peur d'un assaut catholique sur leur précaré religieux. Ils prirent alors les armes, mais Marie de Médicis, conseillée par Concini, négocia plutôt avec eux pour éviter une nouvelle guerre. Le retour du roi Louis XIII, après un long voyage dans l'Ouest, lui permit de gouverner la France. Il fut déclaré majeur à cet effet. Alors, je ne sais pas par contre si c'est l'Ouest ou l'Est, il faudra que je revérifie. De surcroît, les États généraux de 1614 seront les derniers avant 1789. Ces États généraux entrechoqua le tiers-État, et c'est le dernier, par le clergé, car les deux autres étaient plus redoutés par le gouvernement, qu'un nom singulier, très connu quand même des Français, sortit du lot. Un jeune évêque du nom d'Armand du Plessis de Richelieu. Mais nous parlerons de lui dans le prochain grand titre. Le Parlement a bousculé Concini en organisant une cabale à son encontre. En se mettant à faire de la politique, le Parlement avait poussé indirectement Richelieu dans les bonnes grâces du Concini, et Richelieu, en prenant les mesures nécessaires, voulut châtier les perturbateurs. En prenant les mesures nécessaires, voulut châtier les perturbateurs. Mais ne vous y méprenez pas. Concini est un homme concupiscent, à la fois à la tête en France des finances et de l'armée, homme italien, comme quoi la France est loin d'être le pays raciste et rancunier qu'on entend souvent, au vu des nombreuses dissensions avec l'Italie par le passé. Il humilia le jeune Louis XIII, tout en le tenant à l'écart des affaires. De ce fait, il se confia à Charles d'Albert de Luynes, qui le retourna en le persuadant que le maréchal d'Ancre, c'est-à-dire Concini, avait usurpé son autorité. De là, devant l'entrée du Louvre, le 24 avril 1615, le capitaine Vitry l'arrêta. L'erreur qui le fit tuer était son dernier appel à l'aide. Il fut tué à coups de pistolet. De là, Louis XIII congédia les ministres du maréchal, puis enverra des remontrances à Richelieu. Richelieu est la défaite politique du protestantisme en France. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai quand même l'impression d'avoir plus longuement épilogué sur Richelieu, peut-être parce qu'il aura un plus grand rôle dans l'histoire de France que Concini.
La politique depuis Henri IV n'avait guère changé. Puis, des événements liés à l'Allemagne, surtout à la Maison d'Autriche, allaient bientôt pousser la France en la sortant de sa jalouse paix. C'est la Maison d'Autriche qui commença, en catholicisant l'Allemagne. Comme avait voulu le faire naguère Charles Quint face aux luthériens. Nous étions alors devant une conversion de masse en vue de dominer l'Allemagne. Mais cela fut plus politique que religieux. Les mouvements, les agitations en Europe furent extrêmement compliqués à gérer pour le gouvernement français. D'un côté, Ferdinand criait au secours à la France au nom du catholicisme, et de l'autre appuyait les protestants d'Allemagne. C'était remuer les catholiques en France au risque de voir un soulèvement. Le choix opté resta celui de la diplomatie. Non à la guerre, oui à la paix et à l'apaisement. Avant de faire re-rentrer la France sur la scène internationale, il était nécessaire d'avoir la tranquillité au-dedans. Le Midi fut une place encore troublée par les calvinistes que Louis XIII tarira. Pour discuter de notre principal intéressé, c'est-à-dire Richelieu, on observe par l'histoire que son accession au pouvoir se concrétisa en 1624 en devenant cardinal sans trop de remous et de tapage. C'est lui, avec l'aide de ses proches contemporains, qui redressa la politique étrangère de notre beau pays. Enfin, quelqu'un qui n'insulte pas Poutine, quoi. Et il commença en délivrant la vallée de la Valteline des garnisons autrichiennes pour leur couper les communications avec l'Espagne. À partir de là, Richelieu redressera progressivement la discipline dans le royaume. Puis pendant ce temps, les protestants recommencèrent à se plaindre. Ils prirent de nouveau La Rochelle d'assaut. L'esprit de la Ligue de l'autre côté, chez certains catholiques, était encore vivace. Richelieu se hâte de conclure une paix avec l'Espagne, un coup de trop pour l'Angleterre qui se remit en guerre contre nous. De l'autre côté, et à l'intérieur, Richelieu avait conçu l'idée, dit Bainville, de redorer le blason maritime de la France avec une marine digne d'elle. Car cela faisait déjà 100 années que nous n'avions pas à la hauteur des enjeux de la France. Je ne sais pas qui est Malherbe, car personnellement je n'ai pas vraiment étudié le personnage. Mais il disait, chose assez drôle, que les protestants calvinistes étaient des enragés, je cite. L'année 1629 marqua la fin du protestantisme en France comme parti politique et comme État dans l'État après de nombreux contre-coups. Ou comme notre rival anachronique, c'est-à-dire l'Angleterre qui nous attaque de nouveau sur l'île de Ré pour défendre les protestants. Alors que l'ordre se trouve plus ou moins rétabli, c'est la Maison d'Autriche qui reprend le flambeau des velléités en Europe. Les circonstances qu'elle occasionne ne laissa pas tellement de choix à la France. Les armées impériales de la Maison d'Autriche reprirent l'ancien dessein de Charles Quint contre les princes protestants, ceux au XVIe siècle retournés par Luther et ses fidèles contre l'empereur. Et c'est Gustave Adolphe qui s'érigea par la force des événements comme le fer de lance du protestantisme en Europe. Pendant ce temps, Richelieu recula encore l'entrée de la France dans la guerre. Assez habile avec la diplomatie, il envoya tout de même des garnisons en Alsace pour protéger les habitants. Plus tard, la Ligue protestante perdit en la bataille de Nordlingue. C'était pour la France le point de bascule ultime. Abandonner l'Europe à la domination de la Maison d'Autriche ou entrer dans la danse. Le manège reprit alors. La France, par la tignasse de leurs cheveux, dut reprendre part à la guerre. On était en 1635. Après quelques victoires, nos troupes furent débordées aux Pays-Bas. Corbie fut prise par les Espagnols en août 1636. On était alors dans ce que nomme Bainville par l'entremise de l'histoire elle-même, je cite, « l'année de Corbie ». Une année où le peuple français, capable d'un extraordinaire élan de patriotisme, se releva les manches. Nous sommes alors dans l'année du Cid, dit l'auteur, où Richelieu fonde l'Académie française. Louis XIV n'est plus très loin. Le sacrifice de nos frères, de nos sœurs françaises et français, sur l'autel de Richelieu. Ah. Quel sacrifice que celui de nos frères et de nos sœurs, de notre sang ou non. C'est bien cela, oui, que Richelieu et Louis XIII demanderont aux Français, et il est vrai que regarder le destin d'un pays sur une grande carte, avec le recul de mes contemporains, les sacrifices pour un bien commun nous paraissent toujours avoir un semblant de bonne morale. Je doute que pour mes ancêtres, cela ne le fut pas. Avant de rentrer en profondeur, voyons la suite de l'année de Corbie, du Cid et de la victoire sur les Espagnols.
Mes amis, n'enterrez pas tout de suite Richelieu pour ses demandes aux Français. Bien qu'il soit vrai que les circonstances, la volonté façonnent des hommes capables de tenir des sièges aussi exceptionnels que celui de la bataille de Cameron, à d'autres échelles et d'autres temps. Richelieu dut composer avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire avec une armée amoindrie et aucune vraie marine. Il était en gérance de la politique intérieure et extérieure du pays. Sa réussite vient majoritairement du peuple, à laquelle une discipline presque dictatoriale lui fut imposée. Il est vrai que les événements, bien que le Roussillon fût occupé, de nombreuses années, avaient plutôt bien joué en notre faveur. D'abord pour ceux qui la mènent, puis bien plus qu'aujourd'hui pour le peuple de la France. Lors de la mort de Richelieu, Louis XIII le suivit 5 mois plus tard, parti rejoindre son dieu. Aucune affection n'était réelle entre eux deux, seule la dévotion à faire briller la France l'était, selon Bainville. La question que pose l'auteur à propos de la discipline martiale qu'avait imposée le couple cité ci-dessus était la suivante. Comment les Français ont-ils renoncé à tant de commodités pendant près de 20 longues années? Même les rentes des bourgeois n'étaient plus payées. C'était, je pense, au dire de Bainville, mais reformulé à ma façon, un mélange de haine et d'amour. D'un côté, certains Français lui vouaient un véritable culte, et d'un autre, sa mort fut un soulagement. Et pour certains, les coups de lance à la maison d'Autriche n'étaient jamais de trop. Un marquage assurément laissé par un déversement de rumeurs et d'informations probablement orientées. La suite de Richelieu, je pense que les férus d'histoire la connaissent encore bien mieux. C'est Mazarin qui reprendra le flambeau. Mais Richelieu laissa quelque chose à la France que nos traites actuelles ne seraient pas capables de faire. Nos traîtres, pardon. Une doctrine d'État, une administration pour la réaliser, une organisation, une armée aguerrie et des généraux expérimentés, pas ceux de plateau. L'œuvre de Richelieu, tout comme le dépôt de la foi, fut faite. Il n'y avait plus qu'à faire suivre. Comme à l'instar de Concini, ou Concini, le corollaire de Richelieu fut italien, Fichtre. La France fait donc confiance à des étrangers pour mener à bien les règnes de son propre pays. C'est donc Mazarin qui fit pour la France une politique que les Français n'eurent pas compris. Et je me demande même s'ils étaient au courant. Je vous interromps un instant et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que plus de la moitié des personnes sur cette chaîne qui regardent mes contenus ne sont pas abonnés. Alors vraiment, je compte sur vous. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Likez les vidéos et partagez-les. Je vous remercie. Bonne écoute. Ce qu'apporta le traité de Westphalie. Pendant ce temps-là, alors que vous et moi nous exaltons de la réussite de la France en une espèce de tronc commun, l'Allemagne se déchire encore. Le chef-d'œuvre de Richelieu était de retarder l'intervention de la France dans la morbide guerre entre Saxons, au sens germain, Espagnols et Anglais. L'année 1643 donna à Condé sur l'infanterie espagnole à Rocroi une rude et redoutable raclée qui permirent un regain d'élan national à la France et aux Français. Le choix était fait. Ce fut à Münster, une année suivant la bataille de Rocroi, que des négociations allaient être prises en Westphalie. Mais la paix n'était pas encore mûre. Elle le fut en 1648 après que Condé, allié aux Espagnols, donna ensemble une leçon en la ville de Lens sur les impériaux. Et non, nous ne sommes pas dans Star Wars, mais bien face au Saint-Empire germanique. C'était quelque part la consécration de Richelieu qui, pendant un siècle et demi, resta la charte de l'Europe, qui permit à la France de lui assurer ses possessions paisibles et nouvelles acquisitions. Ainsi, et en cela, le particularisme allemand a joué en notre faveur. La politique de la France avait toujours été celle des, je cite, libertés germaniques. Pour être plus clair, la France se jouait avec sa diplomatie de la mosaïque qu'était l'Allemagne, c'est-à-dire 343 États indépendants. Un émiettement de blocs était plus facile à grignoter pour notre diplomatie qu'un corps monolithique comme l'Empire l'était. Le traité de Westphalie était un principe d'équilibre européen reposant sur l'élimination de l'Allemagne dans ce qu'elle avait d'un empire. Le traité de Westphalie était une sorte de chef-d'œuvre politique qui durera, nous dit Bainville, et Frédéric II le dira lui-même, je cite, « L'Allemagne n'est plus qu'une république de princes. » Fin de citation. Mais pour la fiction des contrats, le traité de Westphalie fut plus de cela que de réellement apaiser les tensions. L'Espagne voulait encore en découdre, et pendant ce temps-là en France, le peuple, lui, était en révolution dans le pays.
Le gouvernement n'était quasiment plus bête à Paris. On sent ici l'odeur de la fronde arriver à grands pas. Comme vous le savez, le blog est présent. Il est en ligne et il y a déjà quelques articles qui commencent à fleurir à gauche à droite. Notamment le dernier article de Vérité à venir sur George Soros que j'espère vous serez nombreux à aller lire. Dans les prochains jours, je vais m'atteler à la tâche pour vous fournir des résumés synthèses en lien avec la chaîne YouTube Mes Lectures et vous proposer un début de fonctionnalité donnant un accès rapide aux résumés synthèses que vous pourrez retrouver sur cette page dans cette section ici. J'espère que vous serez nombreux à vous servir du blog lorsque vous chercherez une information. Et en soi, je vous dis à très bientôt sur les articles de Mes Lectures en espérant vous voir nombreux dans les commentaires. A bientôt sur Mes Lectures.